campagne. Et donc, pour la présentation conjointe entre la DT10 et le conseil départemental de l'Aube, du docteur Saman et du docteur Pliquet. Bonjour à tous. Donc, effectivement, Iskandar Saman, je suis conseiller médical à la DT10. Je suis accompagné du docteur Pliquet, chef de service d'autonomie au conseil départemental. Le conseil départemental de l'Aube. On voudrait vous parler de notre expérience de gestion donc de la première vague. Nous avons eu la chance d'avoir collaboré et travaillé bien ensemble dans cette première vague et ça a abouti à une expérience qui, nous estimons, réussie. En tout cas, depuis, on continue à travailler ensemble de plus en plus. Donc, docteur Sylvie Pic, directrice de l'autonomie dans l'Aube. Donc, l'Aube, c'est un tout petit département très à l'ouest du Grand Est, 310 000 habitants, 43 structures pour les personnes âgées, 64 structures pour les personnes en situation de handicap. On a 7 SIAD seulement, 31 SAD, 11 résidences autonomie et 3 résidences services. Et je pense qu'on peut dire que la spécificité de notre département fait que le pôle des solidarités du conseil départemental héberge l'ARS. Du coup, on a une habitude de travail collégial de longue date qui nous a permis de vous présenter ce travail conjoint intéressant autour de l'hygiène dans les établissements tout public accueillis. Donc, effectivement, lors de la première vague, on s'était posé la question quels sont les besoins donc, de nos structures, ce que j'appellerais d'hébergement collectif. Comme vous avez vu, il y a 159, 160 établissements d'hébergement collectif et on s'était posé la question sur l'essentiel des besoins. On savait pertinemment qu'on était face à quelque chose d'innovant et qu'on n'a jamais connu auparavant. Donc, on a catégorisé donc, le besoin en 3 catégories. Accompagnement des directeurs des EHPAD, en tout cas, on va parler des EHPAD et des structures de PH, mais ça regroupe l'ensemble de nos structures de collectives. Accompagnement des directeurs nous semblait un acte majeur. Il y avait un deuxième besoin qui était pressenti, c'est d'avoir un interlocuteur unique. Et ça aussi, on a travaillé ensemble avec le conseil départemental. Et très vite, il s'est fait sentir donc, notre besoin d'accompagnement en hygiène. Alors, pour accompagner les directeurs, on leur posait les questions qu'est-ce que vous avez besoin de plus d'accompagnement. Manifestement, ce n'est pas un accompagnement directorial, mais managérial. Il était posé sur 3 axes. La gestion de la crise, quelles sont les méthodes qui sont utilisées. On s'était rendu compte, et ce n'est pas du tout péjoratif de ma part, de dire que la quasi-totalité des directeurs des 3S, ils n'avaient pas la notion majeure d'une gestion de crise. Il y avait également donc, la gestion de temps médical. Il y avait pour pas mal des EHPAD, il n'y avait pas de médecin coordonnateur, il n'y avait pas de médecin traitant pour certains patients. C'est très vite, c'était positionné comme problématique. Pour les interlocuteurs uniques, il y avait 3 catégories de problèmes également. Il y avait comment je peux diffuser et absorber les consignes sanitaires. Comme ça a été dit au départ par Madame Christophe au départ, il y avait pas de consignes au départ, après beaucoup de consignes à la fois. Comment gérer, comment on va à l'essentiel et comment on peut diffuser l'essentiel pour un directeur pour que ce soit pertinent. Comment on prend en charge également la relation entre ces EHPAD et les établissements sanitaires. Il y avait des relations, mais il n'était pas si clair au départ. Comment on gère les RH et finalement les EPI qui étaient un problématique et non pas seulement dans notre département, mais c'était un problématique qui était sur le France entier. Et concernant l'hygiène, on avait 3 ressources. Il y avait les ressources EOH, il y avait les ressources CIPIAS et on se rendait compte qu'il y avait en plus de ça une troisième sorte de ressources. Comment on pourrait faire de sur-mesure parce que c'est ce qui manquait initialement. Et là, on a trouvé donc 3 catégories de solutions. On va essayer de vous les détailler donc à 2 voies. Donc, la première chose, c'était comment on gère effectivement cette question managériale avec les directeurs. Et ça, c'était important. Et en entente avec les conseils départementaux, on s'est réunis. J'étais seul donc à l'ARS et j'avais demandé l'aide au conseil départemental pour nous aider avec des ressources médicales. Et Sylvie, elle nous a trouvé de solutions.
On a eu la chance, de pouvoir, mettre à disposition, du personnel médical du conseil départemental. En fait, dans notre plan de continuité d'activité, la PMI, avait, maintenu évidemment, ses actions de consultation pour les nourrissons de moins de 2 ans en particulier et pour continuer la vaccination et pour s'occuper, de tout ce qui était gestion des informations préoccupantes. Mais tout un pan d'activité était arrêté. Du coup, on a utilisé, nos ressources médicales. On a formé, Iskandar Saman a formé 3 médecins de PMI qui ont dédié un temps plein pour travailler avec lui en collaboration avec la direction de l'autonomie et avec notre médecin gérontologue. Du coup, on avait une réponse à une seule voix, mais la répartition du travail était faite de telle manière que pour les établissements, ils avaient des interlocuteurs uniques. Ce qui avait vraiment comme avantage d'avoir une réponse centralisée, toujours la même, dédiée avec au final une montée en connaissance des interlocuteurs et une confiance qui a pu se mettre en œuvre très facilement de cette façon-là. Le lien avec l'ARS a été très fort et a permis ce type d'appui méthodologique aux établissements qui a été vraiment tout à fait intéressant. Donc, effectivement, on se réunissait entre nous au moins une fois par semaine, si ce n'est pas au quotidien, et chaque fois qu'il fallait, pour harmoniser nos façons de travailler. Il y avait un appel quasiment 2 fois par jour au départ, après 1 fois par jour, par un médecin à ces groupes d'EHPAD qui lui étaient affectés. On travaillait en parfaite harmonie avec le conseil départemental. On avait une conférence téléphonique tous les matins également pour harmoniser l'interlocuteur unique vis-à-vis de nos EHPAD, enfin, en tout cas des besoins de nos EHPAD. Et très vite, le problème d'hygiène s'était posé comme un problème majeur. On s'était rendu compte qu'effectivement, les OH qui étaient dans notre département n'étaient pas suffisants parce qu'il y avait un seul centre hospitalier dans lequel il y avait un médecin et une infirmière hygiéniste. Et pour l'ensemble des structures, ce n'était pas si évident que ça. On a demandé l'appui au CIPIAS, mais comme Dr Simon nous a dit tout à l'heure, c'était impossible de faire des interventions directes. Donc, il nous semblait très utile d'aller faire du travail sur mesure. Donc, on a validé l'idée qu'une intervention extérieure par une société d'hygiène extérieure pourrait être utile. Donc, à partir de là, on a lancé un appel d'offres. Et cet appel d'offres, donc, il a reçu, enfin, très vite, il y a eu une réponse de 3 sociétés. Donc, une société qui s'appelle Fischer, qui siège sur Lyon, il a été retenu pour son efficience, mais également pour son coût. Et à partir de là, le choix de cette société a été opté en parfaite harmonie entre le conseil départemental et l'ARS. Donc, le financement, Sylvie, elle s'est attelée donc là-dessus, donc le conseil départemental. Je te laisse détailler donc ces financements. Alors au niveau de, juste pour reprendre, et pourquoi j'étends mon propos à autre chose qu'aux EHPAD dans les ESMS, c'est que, la pertinence de l'intervention des hygiénistes dans les EHPAD nous a assez rapidement, fait nous poser la question, d'étendre ces interventions à d'autres types d'établissements. Du coup, il y a eu, une première vague d'interventions, dans les EHPAD et les résidences autonomie et puis il y a eu intervention également dans les établissements, accueillant des personnes en situation de handicap et on l'a étendu également, aux établissements accueillant des enfants de l'aide sociale à l'enfance. Donc là, on est sur des ESMS, tarification stricte, département. Mais l'intérêt qu'on y a vu, c'est effectivement, au-delà de l'idée d'aller toucher les professionnels, c'est l'idée de toucher aussi les résidents et donc les enfants en priorité et de leur amener, des règles de vie, qui prennent en compte le Covid au quotidien et ça a été une expérience extrêmement riche. Donc il y a eu vraiment un nombre d'interventions, 63 journées, d'intervention entre avril et mai dans 90 établissements et services, hein, toutes compétences confondues, sur la première vague, ce qui représentait pas loin de 100 000 € et puis, on a étendu également, au niveau du département, on a des compétences, pour les accueillants familiaux, les assistants familiaux et puis les assistants maternels et on sentait, un besoin évident de ces professionnels, tout comme dans les SAT d'ailleurs, d'avoir, un soutien, dans la connaissance et surtout d'être confortés dans ce qu'ils pouvaient faire dans le quotidien avec les entrées-sorties, des enfants ou des résidents, avec le dedans dehors. Du coup, on a monté, avec cette société Fischer 2 webinaires, tout à fait intéressants. Le premier sur,
comment gérer des situations Covid ou comment surtout éviter des situations Covid dans le cadre de l'accueil maternel et familial. Et puis, on en a fait un dernier sur la deuxième vague pour soutenir les SAD qui étaient en capacité de s'occuper de patients Covid plus à domicile. Donc, du tout, globalement, le département de l'Aube a investi plus de 160 000 € dans ces actions d'hygiène qui ne sont, je le rappelle, pas du tout de la compétence du département habituellement, mais qui nous semblait être la pierre à l'édifice qu'on pouvait mettre en étant sûr de l'intérêt que ça représentait pour la population de notre département. Effectivement, ces interventions elles étaient extrêmement efficientes. Comme disait Sylvie, donc à un point qu'on a étendu au-delà de cadre initial, donc ces interventions. Et il a fallu qu'on cadre un peu la méthode de travail. Cette méthode de travail, il concernait donc initialement les EHPAD et les structures de PH avec une journée sur place. Et cette journée sur place, elle était dispatchée au départ avec une partie de la matinée pour des études théoriques, en tout cas de la théorie, et surtout après pour la mise en situation et les études pratiques. Et à partir de là, il y avait cette mise en situation sans cesse qui intervenait, et ça nous permettait de créer une méthode d'évaluation et pour les EHPAD et pour la méthode de fonctionnement. Et ça nous permettait de classer nos EHPAD. En tout cas, on a créé une tableau Excel avec 3 échelles donc de compétences, ou en tout cas de pertinence. Pour ce faire, on demandait à la société Fischer de nous faire un compte-rendu par visite, et ces comptes rendus par visite étaient soit littéraires, comme vous voyez à droite, soit succincts, comme vous voyez à gauche. Et à partir de ces comptes rendus, on a classé nos EHPAD, en tout cas nos structures, pas forcément les EHPAD, on les a classés selon différents items, comme vous pouvez le voir sur le diapositive, sur donc, la prise les points de vigilance, sur, je reprends un peu les items sur lesquels on avait insisté davantage, sur l'organisation générale, sur la mise donc en place des protocoles, sur la validation de protocoles, les points de vigilance, sur l'impression générale qui a été donnée, la nécessité d'une attention particulière, l'impression sur l'équipe d'encadrement, sur la capacité donc de faire respecter les consignes, l'adhésion aux consignes. Donc la totalité de ces items, ils ont été classés en 3 couleurs, en vert, en jaune et en rouge. Et à partir du moment que c'était vert, c'était bien, et ça nous permettait après de reprendre les visites chez les structures où il y avait beaucoup de catégories rouges ou des catégories jaunes, ou à la demande de ces structures, quand on sentait qu'il y avait vraiment besoin de retourner. Donc, il y a à plusieurs reprises, il y a eu une deuxième journée organisée dans les structures médico-sociales par cette société, non pas chez les totalités des structures, mais chez certaines structures, 5 ou 6 structures de mémoire, qui nous permettaient de remettre un tout petit peu cette mise en situation à l'épreuve, et on a obtenu quand même une efficience qui est loin d'être négligeable. Donc, en gros, cette première expérience nous a été effectivement très utile au niveau départemental. Et quand on voyait la deuxième crise arriver, on s'était posé une question: qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut refaire? Donc, une deuxième intervention. Donc, on a réuni avec les conseils départementaux nos structures et on leur a demandé, comme pour la première crise, quels sont vos besoins. Et là, on se rend bien compte, c'est une façon indirecte d'évaluer donc la première intervention, on se rend bien compte que les besoins ne sont plus les mêmes qu'auparavant. Autant l'hygiène, elle était un besoin élémentaire au départ, autant de la deuxième vague, l'hygiène, elle repasse en 4e position. C'est que les gens, ils ont l'impression, non pas de maîtriser, mais en tout cas d'avoir compris quels sont les mécanismes. Et le recensement de besoins aujourd'hui nous montre que le management des directeurs, il est toujours d'actualité. Il faut toujours le mettre. Ça a été bien apprécié. En tout cas, l'accompagnement a été bien apprécié. La prise en charge, deuxième besoin, c'était une prise en charge physique. C'est curieux, mais il y a une fatigabilité qui est là, physique, mais également morale et psychique des soignants. Et il y a un 3e besoin qui apparaît d'une façon très, très, très forte, qui a été exprimé, c'est que la reconnaissance de métier. La plupart des aides-soignantes et ou des infirmières, ils avaient envie de quitter leur poste parce qu'il y a eu tellement de glissements de tâches, il y a eu tellement de mélange de fonctionnement qu'ils ont besoin de recentrer cette reconnaissance de métier. Et en 4e lieu, ça arrivait l'hygiène.
c'est que l'hygiène qui apparaissait comme besoin premier au départ, on avait l'impression, non pas qu'il était maîtrisé, mais en tout cas, c'était plus un domaine obscur. Mais quand cette notion d'hygiène, on a reparlé avec le CIPIAS, on a fait un webinaire de cours théoriques, de repassage des règles générales, ce qui était bien apprécié. Et on s'était dit, il faudra recommencer avec notre société de fisseurs pour accompagner, mais cette fois-ci, non pas sous forme de cours théoriques, mais sous forme de mise en situation. Donc, c'est là où c'était important, c'est là où ça manquait. Donc là, aujourd'hui, on est en négociation avec Fissure pour qu'ils reviennent, qu'on remette donc effectivement en situation EHPAD par EHPAD, structure par structure, tout en se basant sur notre tableau initial d'évaluation, là où c'est bien, là où c'est moins bien, donc avec l'urgence d'intervenir là où la situation est obscure, enfin obscure, elle n'est pas bien, dire, et pour terminer par ceux qui ont l'impression d'avoir tout maîtrisé. Et il nous apparaissait assez important, avec le département également, de travailler sur l'accompagnement psychologique et de repérage de souffrance physique et morale des soignants. Donc là, on est en train de travailler également avec cette société pour adapter deux journées en tout cas, des journées, pas forcément 2 journées, des journées pour cet accompagnement physique, psychologique et surtout pour les directeurs, comment on reconnaît ces situations de détresse chez les personnels. Donc là, sur la deuxième vague, en fait, ça a généré 42 journées d'intervention dans 55 établissements. Sur la question du soutien psychologique ou du soutien des directeurs à la gestion de crise, c'est une demande forte de certains établissements. Après, il faudra qu'on voit en pratique comment on peut la mettre en œuvre, mais sur la modalité d'intervention de la deuxième vague qui était complémentaire à la première, l'idée, c'était qu'on était davantage sur une formation action avec une intervention simultanée des hygiénistes avec les professionnels, du coup, en situation réelle de travail. Alors que sur la première phase, on était davantage sur de l'observation avec justement le rendu dont le docteur Saman vous a parlé. Mais en tout cas, je pense que ça a vraiment soutenu très fortement les établissements qui ont bénéficié de ces interventions en lien avec l'existant et le CEPIAS, évidemment. Voilà, on nous a demandé de faire vite, on a fait au plus vite qu'on a pu. Donc, on est prêt à répondre à vos questions. Merci, docteur Saman. Merci, docteur Plick. Alors, on n'a pas eu de questions